Imaginez un peu la scène. Vous achetez 3 baguettes à la boulangerie et sur le chemin du retour, paf, vous en faites tomber 2 sur le trottoir. Ah, le cauchemar. Ouais, tous les jours en plus. C'est un niveau de gaspillage qui paraîtrait totalement absurde à n'importe qui. Totalement, personne ne ferait ça. Et pourtant, c'est exactement ce que faisait la commune de Saint-Ambroise avec son eau potable. 66% de l'eau purifiée disparaissait purement et simplement dans la nature avant même d'atteindre un seul robinet. C'est un chiffre qui donne le vertige, oui. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que cette situation, elle n'avait vraiment rien d'une anomalie isolée, Ah bon? C'est courant? bien sûr. Parce que l'eau, en fait, c'est perçu comme un service invisible par la plupart des gens. Tant que la pression au robinet est bonne quand on se lave les mains, l'immense infrastructure souterraine reste un angle mort total. Un angle mort pour les habitants, oui. Oui, mais parfois même pour les municipalités elles-mêmes. Et c'est exactement pour cela qu'étudier des cas concrets à toute petite échelle, c'est fondamental pour comprendre les grands enjeux globaux. Eh bien, c'est tout l'objectif de notre analyse aujourd'hui. On va se plonger dans une source documentaire vraiment fascinante. C'est un témoignage vidéo qui a été produit par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Ouais, une très belle ressource. Ça documente le parcours de Daniel Pialet, qui est le maire de Saint-Ambroise, donc une petite commune d'environ 3500 habitants. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette petite ville, qui frôlait littéralement le gouffre écologique et financier en 2008, comment elle a réussi à inverser la tendance. Une vraie transformation. Et vous allez voir, les leçons de cette bataille ultra-locale sur le véritable coût de l'eau, c'est super éclairant. Alors, décortiquant tout ça. Avec plaisir. Alors, le point de départ en 2008, c'est ce qu'on appelle en gestion publique un naufrage invisible. Un naufrage invisible, j'aime bien l'expression. C'est exactement ça. La nouvelle équipe municipale arrive au pouvoir et elle découvre une situation réglementaire catastrophique. La station d'épuration, donc l'organe qui nettoie les eaux usées du village avant de les rejeter dans la nature, eh bien, elle est en fin de vie. Complètement obsolète. Absolument. Et le préfet ne rigole pas avec ça. Il a émis une mise en demeure très stricte. La commune n'a que 2 ans, pas un jour de plus, pour se mettre aux normes environnementales. 2 ans, c'est super court pour des travaux de cette ampleur. Surtout quand on part de zéro. Et j'ai vu que ce n'est pas qu'un problème administratif ou un papier de la préfecture. Les conséquences physiques, elles étaient déjà là. Pour une commune qui dépend quand même pas mal du tourisme estival, c'était dramatique. Oui, la rivière. Exactement. La baignade dans la rivière adjacente était purement et simplement interdite à cause de la pollution. C'est un coup fatal pour les petits commerces locaux, les campings, bref. C'est clair. Mais honnêtement, la donnée la plus alarmante, ce n'est même pas cette pollution visible. C'est ce fameux rendement du réseau d'eau potable. 34%. Et il faut bien comprendre ce que ça implique concrètement. Ça veut dire qu'on dépense de l'électricité pour pomper cette eau, on utilise des produits chimiques pour la traiter et la rendre potable, tout ça pour que les 2 tiers de ce volume s'échappent par des trous dans les tuyaux. C'est fou. La déperdition énergétique et financière, elle est colossale. Or, pour réparer une fuite, la base, c'est de savoir où se trouve la canalisation. Et c'est là que l'histoire devient dingue. Parce qu'intervient ce que vous appeliez tout à l'heure la perte de la mémoire institutionnelle. Les documents officiels de la commune disaient qu'il possédait 22 kilomètres de réseau d'eaux usées. Ouais, sur le papier en tout cas. Attendez, sur le papier, oui. Mais comment une mairie peut-il ignorer la taille réelle de son propre réseau usé? C'est son infrastructure. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point les systèmes complexes, même aujourd'hui, reposent souvent sur la tradition orale. La tradition orale? Ouais. Pour des tuyaux? Eh oui. Historiquement, dans plein de petites communes, la connaissance du réseau, elle repose sur la mémoire d'un ou deux techniciens historiques. Le gars qui a creusé les tranchées il y a 30 ans. Ah oui, je vois le genre. Le fameux Jean-Jacques qui sait où est la vanne. Exactement. Et quand Jean-Jacques part à la retraite, la carte mentale disparaît avec lui. Donc la commune de Saint-Ambroise a dû lancer un véritable travail de cartographie, ce qu'on appelle dans le jargon des schémas directeurs. Et c'est là qu'ils ont eu une surprise. Une grosse surprise. Ils ont découvert qu'ils possédaient en réalité 33 kilomètres de réseau. 33 kilomètres. 1 tiers de leur infrastructure était un mystère absolu. Personne ne savait que ça existait. Mais c'est un travail d'archéologie urbaine, en fait. J'imagine qu'il faut passer des caméras dans les conduites, utiliser des radars de sol. Rien que ça doit coûter une fortune, avant même d'avoir réparé la moindre micro-fuite. C'est un budget énorme. Et justement, en parlant d'argent, les documents montrent que le budget de l'assainissement était tellement déficitaire la première année qu'ils ont dû voter une subvention d'équilibre exceptionnelle. De 95 000 euros, oui. 95 000 euros, juste pour ne pas faire faillite. C'est vraiment le nœud du problème.
Et face à cette urgence absolue, la mairie prend une décision stratégique qui va tout changer. Il décide de maintenir la gestion de l'eau en régie municipale et de recruter un responsable technique super qualifié. Alors, juste pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de régie municipale, concrètement, ça veut dire que la mairie refuse de déléguer ce cauchemar à une grande entreprise privée de l'eau. C'est exactement ça. Elle décide de tout gérer elle-même, avec son propre personnel et surtout en assumant toute seule les risques financiers. C'est un choix hyper lourd de conséquences. D'un côté, garder le contrôle public, ça permet de maîtriser la stratégie sur le long terme. Mais de l'autre, ça exige d'avoir des finances impeccables. Ce qui n'était pas le cas. Pas du tout. Avec un compte en banque vide et l'ultimatum du préfet au-dessus de la tête, il n'y a pas de solution miracle. Il faut augmenter les recettes. Point. Et ils n'y sont pas allés de main morte. Ah ça non. Le tarif de l'eau assainie est passé brutalement de 2 € à 3,80 € le mètre cube. Waouh! Le prix a quasiment doublé du jour au lendemain. Ouais, alors là, je dois intervenir. Parce que doubler le prix d'un bien de première nécessité, c'est d'une brutalité inouïe. Surtout pour les foyers à faible revenu. Comment on peut qualifier ça de réussite? D'un point de vue social ou même électoral pour un maire, c'est du suicide. C'est très périlleux, oui. Les citoyens paient le double au Corono qui, de leur point de vue, sort exactement du même robinet qu'avant. Ça devait râler fort. Les critiques est totalement légitime. Et c'est d'ailleurs la difficulté majeure de toutes les politiques de transition écologique locale. Mais il faut comprendre que cette augmentation tarifaire, ce n'était pas une fin en soi. C'était un levier. Un levier? Oui. D'abord, l'équipe municipale a montré l'exemple en mettant fin à des privilèges illégaux. Avant, les bâtiments communaux et le personnel municipal bénéficiaient de l'eau gratuite. Sympa l'avantage en nature. C'était une autre époque. Bref, ils ont mis des compteurs partout et ils ont commencé à facturer la mairie elle-même. Et en assainissant sa gestion, en montrant qu'elle avait le courage de prendre des mesures impopulaires, la commune a restauré sa crédibilité financière. Auprès des banques. Surtout auprès des partenaires institutionnels publics. Oui, les sources indiquent que le Conseil général, le syndicat mixte et surtout l'Agence de l'eau sont venus à la rescousse. Et c'est là que la mécanique magique du financement public opère. L'Agence de l'eau a multiplié sa participation par 30. Par 30, c'est énorme. Le mécanisme est simple en fait. Pour chaque euro d'effort supplémentaire qui était demandé aux citoyens locaux via la facture, les institutions publiques régionales ou nationales injectaient des fonds massifs. Donc ce doublement de la facture, c'était vraiment le droit d'entrée, la condition indispensable pour débloquer les millions d'euros de subventions dont ils avaient besoin pour sauver la ville. Exactement. Sans l'effort local, pas de subvention globale. D'accord, je comprends mieux la stratégie. Mais bon, avoir un budget décuplé sur un tableau Excel, c'est une chose. Ça ne répare pas magiquement les tuyaux sous le goudron. Ça, c'est la partie terrain, oui. Comment on reconstruit tout le système vasculaire d'une ville sans la paralyser complètement par des travaux et sans faire exploser les coûts de voirie? Eh bien, par une approche que je qualifierais de purement opportuniste. L'exemple le plus documenté à Saint-Ambrois, c'est l'histoire d'une conduite d'eau potable en amiante-ciment. Aïe, amiante-ciment, ça sonne déjà mal. C'était très courant à une époque, mais là, la conduite faisait 800 mètres de long et elle se désagrégeait littéralement dans le sol. Une vraie passoire. Pire que ça. Les techniciens devaient intervenir en urgence presque une fois par mois. Ils ont compté 25 interventions en 2 ans juste pour colmater des brèches sur ce tronçon. Quel cauchemar logistique. Le tout remplacer 800 mètres de tuyaux d'un coup, ça veut dire qu'il faut ouvrir la route. Sur 800 mètres, c'est hors de prix de refaire une route. Surtout que, rappelez-vous, sans le fameux schéma directeur, qui n'était pas encore terminé, pour l'eau potable, la mairie n'avait pas le droit aux subventions de l'agence de l'eau pour cette conduite-là en particulier. Ah, la bureaucratie. Donc ils étaient coincés. Ils ont été malins. L'innovation, ça a consisté à synchroniser les chantiers. Comment ça? Au lieu d'ouvrir la route pour réparer l'eau potable, de remettre le goudron, puis de tout casser un an plus tard pour refaire les égouts, ils ont attendu. Ils ont attendu les travaux d'assainissement. Voilà. Ils ont attendu les travaux de mise aux normes des égouts, qui eux étaient déjà subventionnés. Une fois la tranchée ouverte et financée, ils en ont simplement profité pour glisser discrètement la nouvelle canalisation d'eau potable au fond, à côté. Ah, brillant. Les coûts de terrassement, qui sont généralement le plus gros poste de dépenses, ont été complètement mutualisés. Divisé par 2. C'est de l'ingénierie administrative autant que technique, franchement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces petites stratégies mises bout à bout ont permis de faire remonter le rendement de 34% à 60%. C'est un bond énorme.
Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Pour aller chercher leur objectif des 90%, il fallait carrément changer d'ère technologique. Le passage à la télérelève. Voilà. Ils sont devenus une commune pilote. Ils ont remplacé 2500 vieux compteurs, et quand on dit vieux, la moitié avait plus de 30 ans. Ils étaient probablement bloqués par le calcaire. C'est ça. Autrefois, un agent devait passer de maison en maison, une fois par an, pour noter un chiffre sur un carnet. Aujourd'hui, avec la télérelève, si une fuite d'à peine 6 litres par heure est détectée chez quelqu'un, bim, une alarme informatique se déclenche à la mairie qui prévient tout de suite l'habitant. Ce flux de données en temps réel, ça modifie fondamentalement le métier. On passe d'une espèce de médecine légale où l'on constate le décès ou plutôt la fuite un an plus tard sur la facture, à une vraie médecine préventive. C'est une super métaphore. Mais il faut bien comprendre un point crucial. Cette maîtrise de la quantité d'eau, elle s'est accompagnée en parallèle d'une maîtrise absolue de la qualité. À l'arrêt des produits chimiques. Oui, le mécanisme est directement biologique. La nouvelle équipe municipale a décrété l'arrêt total des produits phytosanitaires. Plus aucun pesticide utilisé par la mairie. 0. Pour l'entretien des espaces publics, les trottoirs et même dans le cimetière. Alors là, il faut qu'on m'explique. Le cimetière. Quel est le rapport entre le désherbant qu'on met sur les allées d'un cimetière et l'amélioration du réseau d'eau de la ville? Je ne vois pas le lien. Le lien de causalité est très direct en fait. Quand il pleut, l'eau ruisselle. Elle lessive les sols qui ont été désherbés chimiquement et elle entraîne ces molécules de pesticides directement dans la nappe alluviale superficielle. La nappe qui alimente la rivière. Exactement. Et potentiellement les forages d'eau potable. Donc, en arrêtant net les produits chimiques, la commune a laissé la végétation naturelle repousser un peu partout. Et cette terre végétalisée, elle a recréé un filtre biologique naturel. La terre purifie l'eau elle-même. C'est ça. Combiné à la nouvelle station d'épuration qui tournait à plein régime, cette absence totale de chimie a fait chuter la pollution de la rivière de façon spectaculaire. Au point de pouvoir rouvrir les fameuses zones de baignade. 3 points de baignade rouverts, oui. Donc si je résume, la restauration de l'économie touristique locale était passée par le retour des mauvaises herbes sur les trottoirs et dans le cimetière. Vu comme ça, oui. C'est une très belle boucle vertueuse. C'est génial! Et la préservation de la quantité a aussi eu un impact visible sur la nature. Avec la télérelève et les fuites réparées, la ville pompe 700 mètres cubes d'eau en moins chaque jour. 700 mètres cubes, c'est énorme. Et la conséquence directe, c'est que la municipalité n'a même plus besoin d'installer son barrage fusible pendant l'été. Oui, alors, pour préciser, le barrage fusible, c'est une infrastructure temporaire. C'est une sorte de digue artificielle que les techniciens montaient en travers de la rivière chaque été. Pour faire quoi quand même? Pour rehausser artificiellement le niveau de l'eau de la rivière et forcer l'alimentation des nappes phréatiques qui étaient à sec à cause des pompages. Une vraie perfusion artificielle, quoi. Totalement. Le fait de ne plus avoir besoin de cette béquille technique, ça prouve une chose. La réduction de la consommation humaine suffit, à elle seule, à redonner à la rivière son fonctionnement hydraulique naturel, même en période de forte sécheresse. Franchement, tout semble s'emboîter parfaitement. L'argent public est hyper bien optimisé, la technologie permet de sauver l'eau, la nature reprend ses droits. C'est magnifique. Sauf que Oui. les sources révèlent qu'une crise administrative majeure a frappé la commune en plein élan. Un raté monumental qui illustre à merveille l'absurdité de certaines mécaniques bureaucratiques. C'est exact. Et cela soulève une question importante sur l'incompatibilité profonde entre le temps écologique et le temps juridique. Le fameux ultimatum. Oui. Rappelez-vous l'ultimatum initial. La préfecture exigeait que la station d'épuration soit aux normes sous 2 ans, sous peine de sanctions financières très lourdes. Et pour financer ces travaux gigantesques, on l'a dit, il fallait doubler le prix de l'eau. Sauf qu'il fallait voter ces nouveaux tarifs avant la clôture stricte de l'année civile. Le 31 décembre. C'est ça. Le problème, c'est que l'audit financier externe a pris beaucoup de retard. Du coup, le conseil municipal s'est retrouvé dos au mur au dernier moment et a dû voter l'augmentation en urgence absolue. Et c'est là que le piège se referme. Permettez-moi une petite analogie. Allez-y. C'est un peu comme si votre voiture échouait au contrôle technique. L'État vous donne quelques jours pour changer les freins, sinon votre véhicule part à la casse. D'accord. Donc, paniquez, vous roulez en excès de vitesse vers le garage pour respecter le délai. Mais là, la police vous arrête, vous confisque la voiture pour excès de vitesse, et du coup, vous manquez la réparation de vos freins. C'est une très bonne image. Ici, l'urgence vitale de réparer l'environnement a déclenché une infraction administrative.
Le vote s'est fait tellement vite qu'ils n'ont pas respecté les délais légaux de consultation des différentes instances. Exact. Et bim, l'opposition municipale a sauté sur l'occasion et a attaqué la décision devant le tribunal administratif. Le droit administratif, il est conçu pour protéger les citoyens contre l'arbitraire des élus, ce qui inclut bien sûr les augmentations tarifaires expéditives. Même si c'est pour la bonne cause. Le tribunal juge la forme, la procédure. Il ne juge pas l'urgence écologique du fond. Donc 2 ans plus tard, le juge a purement et simplement abrogé les décisions du Conseil. Annulation totale de l'augmentation. La sanction a été terrible pour la trésorerie de la mairie. Ils ont été obligés de rembourser l'intégralité des sommes perçues. Plus de 4400 factures remboursées aux administrés. C'est un manque à gagner qui a créé un cratère dans leur budget fraîchement reconstitué. Mais le pire, c'est que ce trop budgétaire a eu des conséquences physiques immédiates. Des conséquences qui ont touché directement la santé publique. L'entretien des réservoirs ? Voilà, les documents précisent que le nettoyage des bassins d'eau potable a dû être reporté, tout simplement faute de moyens pour payer l'entreprise. Oui, ces réservoirs, ce sont de grands châteaux d'eau souterrains ou semi-enterrés qui stockent l'eau purifiée avant de l'envoyer dans les canalisations. Et les techniciens avaient découvert que ces bassins précis n'avaient pas été nettoyés depuis 25 ans. 25 ans sans nettoyage, c'est impensable. L'infrastructure interne tombait en ruine. Ils ont trouvé une échelle d'accès métallique qui était totalement rongée par la rouille. Les vannes de contrôle étaient à moitié cassées. Et donc, le fait que le budget prévu pour ce nettoyage ait été englouti par les remboursements imposés par le tribunal, Eh oui, ça signifie que les habitants de Saint-Ambroix ont continué pendant une année supplémentaire à boire une eau qui avait stagné dans des réservoirs tapissés d'oxyde de fer. c'est le prix concret, matériel, de cette collision entre la froideur de la bureaucratie et l'urgence écologique. Mais au-delà de cet accident de parcours, qui est quand même navrant, la contrainte de temps imposée par la préfecture a généré une autre anomalie, beaucoup plus vaste celle-là. Qui touche au territoire ? Exactement. Le maire, dans la vidéo, exprime un regret vraiment fondamental, l'absence d'intercommunalité pour l'épuration. C'est très vrai. Avec ce couteau sous la gorge des 2 ans pour agir, c'était politiquement et humainement impossible de prendre le temps de discuter avec les maires des 3 ou 4 villages voisins. Pour faire quoi? Pour les convaincre de s'unir, d'acheter un grand terrain et de construire une seule grosse station d'épuration ultra moderne qui aurait pu être gérée par l'équipe hyper compétente de Saint-Ambroix. Le fameux regroupement. Au lieu de ça, le résultat est totalement aberrant. Les sources indiquent que suite à ce manque de temps pour se coordonner, plusieurs autres petites stations d'épuration ont fini par être construites dans le périmètre immédiat. Par les villages d'à côté. Oui, on se retrouve donc avec 4 petits blocs de béton juxtaposés à seulement quelques kilomètres d'intervalle. Avec 4 modes de gestion différents, 4 budgets d'entretien, 4 factures d'électricité. Au lieu d'une seule usine mutualisée et optimisée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? Eh bien, si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est la démonstration éclatante que le localisme municipal, quand il s'agit d'environnement, c'est une barrière totalement contre-productive. C'est clair. Les limites administratives qui sont tracées au stylo sur une carte n'ont aucune réalité physique. Une nappe phréatique, elle ne s'arrête pas au panneau de sortie du village en disant « Ah, c'est la commune voisine, je m'arrête là ». Heureusement. La gestion éclatée de l'eau, où chaque maire veut défendre son pré-carré et son petit équipement, ça empêche de faire des économies d'échelle et ça limite grandement notre capacité de réponse face aux crises. Surtout avec les sécheresses à répétition. Exactement. Mais heureusement, la leçon semble avoir été retenue pour la suite. J'ai vu que, face à l'épuisement de la ressource, la commune étudie actuellement un grand projet pour raccorder plusieurs villages sur le même forage d'eau potable. C'est un changement de modèle géologique majeur. Ah oui? Jusqu'à présent, l'eau était pompée dans ce qu'on appelle une nappe alluviale. C'est une réserve d'eau peu profonde, juste sous la rivière. Qui est très vulnérable. Très vulnérable aux pollutions de surface, comme on l'a vu avec les pesticides, mais aussi soumise aux restrictions préfectorales en été. L'idée de ce nouveau projet, c'est d'aller chercher l'eau beaucoup plus loin, dans un aquifère profond. Une réserve sous la roche. Voilà, une réserve géologique beaucoup plus stable, et surtout de partager ce point de pompage en bonne intelligence avec les communes voisines. C'est l'évolution logique. Partager pour survivre. La trajectoire de cette commune est remarquable parce qu'elle synthétise en condensé toutes les étapes de la conscience écologique. C'est-à-dire? Eh bien, on part d'un aveuglement technique total où l'on perd les 2 tiers de l'eau,
On traverse une crise financière aiguë, on opère des choix politiques hyper difficiles, on rationalise la technique en luttant contre la rigidité bureaucratique, pour finalement aboutir à une vraie vision partagée du territoire. Le chemin parcouru est en effet vertigineux. En l'espace de quelques années, un réseau passoire fuyant de toutes parts est devenu un modèle national de télérelève connectée. C'est un exploit. Une rivière toxique, interdite à la baignade, a retrouvé ses nageurs estivaux grâce au simple arrêt de l'épandage chimique. C'est la preuve matérielle, pour nous tous, que l'eau qui coule de nos robinets n'est pas un don gratuit de la nature. Oh que non! Chaque goutte d'eau potable est l'aboutissement d'un immense effort humain. C'est fait de cartes topographiques complexes, de millions d'euros d'investissement public, d'alliage de tuyaux et d'une volonté politique tenace. Et c'est la conclusion philosophique du maire qui résonne le plus fort, je trouve. Il dit que la véritable richesse du XXIe siècle, ce ne sera pas le pétrole, ce sera l'eau. Il a raison. Il rappelle qu'ouvrir un robinet est devenu un geste, je cite, peut-être trop facile. Et c'est cette facilité illusoire, ce confort magique qui génère le gaspillage. Parce qu'on ne voit pas l'effort derrière. Exactement. Donner un véritable coût à l'eau est selon lui le seul mécanisme capable de responsabiliser nos usages, à l'échelle de la société. Ce qui m'amène à une ultime réflexion. Quelque chose à méditer pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous écoute. Jusqu'à présent, dans l'immense majorité de nos villes, la facture d'eau que l'on paye ne rémunère pas l'eau elle-même. Les euros que l'on dépense payent les pompes, les pelleteuses, le béton des stations d'épuration et le salaire des techniciens comme Jean-Jacques. Oui, on paye le service. La molécule d'eau, elle, est toujours considérée comme une ressource infinie et gratuite, littéralement tombée du ciel. Mais si l'eau est réellement la richesse vitale du siècle à venir, et que sa rareté s'accentue avec les bouleversements climatiques en cours, Ce qui est inévitable. viendra-t-il un jour où notre tarification intégrera non plus seulement l'amortissement du plastique de nos tuyaux souterrains, mais la valeur inestimable, intrinsèque et surtout épuisable de la ressource en elle-même?